Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Lucie. Salut Fabienne, comment il est ? Léla, merci. Au moment où on enregistre, on vient de rentrer de quelques jours à La Réunion où on a pu se retrouver tous les 4 pour la première fois avec le reste de l'équipe Bas de Carré. Et ça m'a rempli de peps pour la fin de l'année, même s'il a déjà fallu rentrer dans le frais pour les fêtes. Heureusement, le Gouletchil était toujours là. Mais bon, dis-moi, qui accueille-t-on aujourd'hui pour recommencer cette saison 2025 de Bas de Carré ? Alors oui, déjà on a bien profité de la Réunion. Et pour cette nouvelle saison, on a le plaisir de recevoir Stéphanie Lebon. C'est une artiste dont le parcours est riche. Elle est originaire de Sainte-Suzanne. Stéphanie, elle est une créative touche-à-tout qui mêle le graphisme, le lettrage et les fresques monumentales. Elle a aussi exploré le monde, de Paris à Buenos Aires, tout en puisant des inspirations de notre île. À travers ses œuvres, elle raconte des histoires, crée des liens et valorise des cultures et les patrimoines qui l'entourent. Son univers entre typographie, calligraphie et peinture témoigne d'un savoir-faire unique et d'une réelle passion pour l'art de la lettre. Alors, bonne écoute à toutes. Bienvenue Stéphanie dans Bas de Carré. Ton parcours entre voyage et lettrage m'a beaucoup intriguée et c'est pour cela qu'on a eu envie de te recevoir pour en parler. On a hâte de plonger dans ton univers artistique, mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Salut Lucie, merci beaucoup de me recevoir ici. Vraiment, j'attendais ça depuis très longtemps, donc je suis hyper contente. Donc, je m'appelle Stéphanie Lebon, j'ai 32 ans, je suis artiste plasticienne d'origine réunionnaise. Et moi, je travaille beaucoup autour de la lettre, du lettrage, de la typographie et aussi autour des questions de mémoire, d'histoire et d'identité. Super, c'est des thématiques qu'on adore aborder à Bas de Carré, comme tu le sais. Donc, pour commencer, Stéphanie, tu es originaire de Sainte-Suzanne. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance ou des souvenirs qui te reviennent de cette période ? Alors, moi, j'ai grandi dans un petit quartier qui s'appelle La Marine. J'ai vraiment l'impression, tu vois, d'avoir grandi un peu dans les années 90. Maintenant, c'est vrai qu'on a un peu de nostalgie et tout par rapport à ça. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai vraiment grandi sans les écrans, sans les réseaux sociaux. On avait un ordinateur avec un internet qui faisait bip bip à la maison. Et en fait, maintenant que j'ai une petite fille et que je la vois grandir aussi dans ce monde qui est complètement différent duquel moi j'ai grandi, ça me fait réaliser que en fait, mon enfance, elle était presque bucolique. Okay. Voilà, de beaucoup jouer dehors, d'être beaucoup avec la famille, avec les cousins, vraiment à se poser moins de questions. J'ai grandi aussi avec mes grands-parents et ça, c'est une vraie chance, quoi. Et je trouve que aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué avec les familles qui vivent un peu plus toutes seules, d'avoir vraiment comme ça une enfance proche de notre famille. Voilà, donc un peu bucolique. Et puis aussi, si j'ai un souvenir aussi, c'est une très belle connexion avec la nature, d'avoir beaucoup été joué à l'extérieur, dans la terre, les arbres. Moi, j'ai grandi dans les champs de canne, donc ça me parle bien, ouais, tu vois. J'allais te dire ça aussi. Mon bébé coupait les cannes, donc pareil, on n'était pas loin forcément d'un champ de canne. Mais voilà, d'être sous le soleil, de rentrer chez toi le soir, t'es sale. Voilà, ouais. Super, franchement, super okay. Enfance. Ouais. Trop bien. Et du coup, tu dirais comment, en fait, la nature ou même le vivre proche de ta famille, en fait, est-ce que ça a joué un rôle dans ton rapport à l'art ? Est-ce que y en avait qui avaient une activité créative ? Je sais pas. Alors, dans ma famille, pas du tout. Il y avait un petit peu de musique, parce que généralement, ici à La Réunion, quand on dit artiste, c'est aussi beaucoup rapproché à la musique. Il y avait quelques artistes, mais pas de personnes professionnelles ou quoi. Moi, je suis vraiment, en tout cas, la seule de ma famille qui en ait fait une pratique professionnelle. Moi, ce que surtout mes grands-parents et mes parents m'ont appris, c'est vraiment la persévérance. Ils ont toujours cru en moi. Ils savaient déjà dès le départ que ça allait être un parcours assez atypique. Et voilà, ils m'ont toujours soutenue dans tous mes projets, dans tous mes rêves, tout ce que j'avais envie de faire.
Ma mère, elle me disait que voilà, depuis toute petite, elle voyait que j'avais envie de voyager, que elle me disait tout le temps, c'est pas assez grand ici pour toi. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de persévérance qu'il faut travailler pour avoir ce qu'on veut, pour faire sa place. Déjà ça, et puis aussi de vraiment garder en tête cette idée de solidarité. Et c'est sûr que ce travail-là, il faut que je le fasse toute seule, mais qu'il faut que je m'entoure aussi de gens de qui je peux apprendre, des gens qui peuvent me soutenir, des gens qui peuvent me tenir la main à certains moments difficiles de mon parcours, et vraiment de prendre, mais aussi de donner, parce que ça marche dans les deux sens. En tout cas, ces deux idées de solidarité et de persévérance sont vraiment le fondement de mon identité, de mon humanité et aussi de ma carrière, de ma professionnalisation, quoi. Ok. Ton parcours, il est loin des parcours classiques, même si, comme beaucoup de Réunionnais, tu quittes Lille pour 1 an de prépa aux écoles d'art à Paris. Puis tu reviens à La Réunion pour intégrer l'école supérieure d'art du Port, avant de repartir à Paris pour un master en graphisme. Donc un parcours peu commun finalement, où en fait tu fais tes études supérieures des deux côtés de l'océan ou de la mer, comme on dit. Et du coup, je me demandais en fait comment ces expériences dans les deux pôles en fait, ils ont influencé ton approche artistique ou graphique. Je pense que il y a eu d'un côté le fait de partir. Déjà, il y a eu une sorte d'ouverture parce que quand tu es à Paris, forcément, tu vas dans les plus grands musées, tu vas voir les expos qui sont incroyables. Tu peux voir des toiles dont on te parle dans les livres d'histoire de l'art pour de vrai, même rencontrer de très grands artistes, pareil, dont tu vois les noms dans les livres, etc. Il y a vraiment ce côté, voilà, ouverture. Après, je dis pas que c'est mieux, mais je dis, voilà, c'est quand même une réalité, quoi. En fait, c'est plus accessible. Oui, voilà, c'est sûr. Là, c'est limite à côté de toi, quoi. Donc, c'est sûr que cette accessibilité-là et cette ouverture-là, elle est plus, elle est différente en tout cas. C'est pas qu'elle est plus présente, c'est vraiment qu'elle est différente. En plus, je venais d'avoir mon bac, j'étais vraiment jeune. Et j'avais vraiment, tu vois, j'avais soif, quoi. J'avais envie de tout voir, tout découvrir. Et déjà, il y avait ce côté-là. Et puis, il y a aussi ce côté, forcément, quand tu es dans une grande ville, tu rencontres plus de monde. Et du coup, tu rencontres plus de monde qui sait faire des choses très différentes. Et moi, je me suis vraiment nourrie de ça aussi quand j'étais à l'extérieur. Et le fait d'avoir étudié ici, ça m'a enrichie de manière complètement différente, où là, ça m'a plus enracinée dans mon histoire, dans l'histoire de ma famille, dans l'histoire de mon île. Et même si la part de mes études à La Réunion a été beaucoup plus courte que la part de mes études à l'extérieur, je me rends compte maintenant que je suis revenue vivre ici et que je travaille ici. Ce travail, en fait, d'enracinement, il a été hyper important, en tout cas d'avoir été fait à ce moment-là. Et je sais que maintenant, d'être ici, ça me fait vraiment rentrer là-dedans en profondeur, en ayant la chance d'avoir pu avoir plein de savoirs techniques et intellectuels différents d'ailleurs, d'Europe, mais aussi d'Amérique du Sud. Donc je pense que c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, qu'on ne trouve pas forcément non plus quand on est à fond dans ses études en école d'art, parce que voilà, on est assez conditionné pour faire des choses qu'on nous demande, et puis de réussir aussi, c'est vraiment un truc à la française, de passer tes notes, de passer tes examens, tes diplômes, etc. Et aussi, il y a l'âge qui fait, je pense, que tu n'as pas forcément envie de t'intéresser non plus à ce qui fait ta personnalité, etc. Voilà, ça m'a un peu permis de naviguer dans ces deux-là, et d'être revenue, ça me permet de consolider en fait tous mes savoirs techniques, et en même temps de commencer à faire un gros travail de réflexion, d'intellectualisation, et aussi de porter un regard en fait sur, voilà, comme tu disais, sur mon histoire, sur l'histoire de mon île. Qu'est-ce qu'il y a encore inventé. Quand tu parles d'enracinement, est-ce que tu parles par exemple d'avoir des références culturelles, littéraires, historiques sur l'île plus particulièrement, ou moi, dans le cas de mes études, par exemple, vu que j'ai fait tout en hexagone, enfin mes études supérieures, c'était difficile en fait pour mes professeurs de me donner des références sur le postcolonialisme,
ce genre de choses-là. Et du coup, c'est ça que je me demande quand tu parles d'enracinement, à quoi tu fais référence exactement? Mais par exemple, quand j'étais à l'école d'art ici, j'ai commencé à connaître un peu des artistes de La Réunion, donc à voir aussi sur quelle thématique ils travaillaient. Et à ce moment-là, on parlait, enfin en tout cas moi, j'entendais pas encore parler vraiment de décolonial, etc. Donc je pense que c'était déjà essayer de se faire un réseau, on va dire. Et être à l'école d'art ici, moi, ça m'a permis aussi de me connecter à la sphère musicale. Et je te dis ça parce que, par exemple, Marie, qui est dans le groupe Saodage, faisait partie de ma promo quand j'étais à l'école d'art. Ok. Donc, de la côtoyer, moi, ça m'a fait ouvrir un peu les yeux là-dessus. Mais toutes ces références littéraires, intellectuelles dont tu parles, ça, c'est vraiment des choses dont j'ai pris connaissance à mon retour ici en 2019. Parce que je pense que j'avais besoin d'acquérir une certaine maturité pour pouvoir te nourrir de m'intéresser à ça, voilà, et me dire ah bah tiens, peut-être que j'irai chercher quelque chose dans des livres, regarder des documentaires, des choses comme ça. D'accord. Donc du coup, tu étais à l'école supérieure d'art du port, donc là c'est une approche plutôt artistique plasticien, on va dire. Et puis tu arrives donc à Paris pour un master de graphisme, et c'est là où j'ai l'impression que tu découvres le lettrage et la calligraphie un peu par hasard. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé en fait dans ce domaine-là? Moi, je suis quelqu'un de très manuel. J'ai tout de suite besoin de faire pour pouvoir me dire ok, ça marche, ça marche pas. Et c'est vrai que dans une école d'art, en tout cas moi, de l'expérience que j'ai eue, même si on a quand même fait beaucoup de choses avec nos mains, c'est quand même assez rapidement intellectualisé et conceptualisé. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'école de graphisme, je me suis tout de suite sentie un peu plus à l'aise, à commencer à travailler avec mes mains, à revenir à du dessin, du croquis, des choses comme ça. Et en fait, je passe 1 an, 2 ans, 3 ans, et par exemple, je fais mon portfolio, et là, je me rends compte et je me dis, ah ouais, mais il y a beaucoup de typographie dans tout ce que je fais. En fait, je suis toujours attirée par la lettre. Dès que je vais avoir, par exemple, un travail à faire en identité visuelle, ou en couverture de livre, ou en fanzine, tout de suite, ma première question, ça va être quel typo je vais choisir. Et en fait, c'est l'identité de la typographie qui va définir toute l'identité de mon travail par la suite. Donc là, je me suis dit, bon, ok, il y a un truc derrière ça. Après, forcément, à Paris, tu vois plein de typos, plein d'enseignes peintes à la main, des dorures, des choses comme ça qui sont incroyables. Mais à l'époque, pour moi, c'était encore quelque chose d'inaccessible. C'est juste quelque chose que je regardais et que je trouvais hyper beau. Et un soir, dans une soirée comme ça, entre potes, je croise un gars. Et dans la discussion, on se dit qu'on vient de La Réunion tous les deux. Ah bah trop bien, du coup, on commence à causer ensemble et tout. Et en fait, ce garçon en question, ce jeune homme s'appelle Vincent Box. Je pense que les auditeurs le connaissent. On a un épisode avec lui dans notre première saison. Voilà, du coup, en fait, à ce moment-là, on est devenus d'allons. Tu vois, tout de suite, on parle de ce qu'on fait. Voilà, je venais de finir mes études à Paris. Je lui dis que voilà, je fais de la typo, j'adore ça et tout. Et lui, il commence à me dire, moi, je fais de la calligraphie. Et je lui dis, trop cool, moi, j'aimerais bien apprendre, mais vraiment par pure curiosité, comme ça, au détour d'une conversation, d'une soirée. Et Vincent, il se chauffe, il me dit, ok, vas-y, si tu veux, je te montre quelques lettres. On peut déjà travailler un petit peu avec une plume, quelque chose de très simple. Et en fait, on se revoit et on commence à bosser un peu ensemble. Et en fait, moi, je sens qu'il commence à se passer un truc, de me dire, ah ouais, j'aime bien ça, franchement, j'aime bien la plume, j'aime bien cette relation que tu peux avoir avec l'encre sur le papier, etc. Peut-être qu'on peut expliquer, peut-être que nos auditeurs ils sont pas forcément familiers avec ces pratiques. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre typographie, calligraphie et lettrage? Alors très brièvement, la typographie, on appelle ça des caractères. En fait, au départ, c'était destiné à l'impression, et maintenant, c'est, on va dire, toutes les polices de caractères que on peut avoir sur l'ordinateur, comme par exemple Times, Arial. Ça, c'est ce qu'on appelle des typographies. Calligraphie, ça va être un travail qui est plus fait à la plume. Par exemple, si on imagine des écritures gothiques ou des écritures anglaises avec des volutes assez lyriques, ça va être plus de la calligraphie. Donc, c'est un travail qui va se faire vraiment à la plume, avec de l'encre, quelque chose de très assidu, de très corporel aussi, qui demande tout un travail de respiration, de mouvement derrière. Et lettrage, moi, je définis ça un peu plus comme de l'illustration. Ça va vraiment être comment est-ce que tu dessines une lettre. Après, c'est vrai que, par exemple, dans la typographie, tu as du dessin de lettres aussi.
La typographie que tu vois sur l'ordinateur, elle part déjà d'un dessin à la base, mais elle part plus, on va dire, d'une contrainte technique que le lettrage. Ça va vraiment être plus un travail créatif autour du dessin de lettres, où là, tu vas essayer d'attribuer une identité, une esthétique forte à une lettre, un mot. On peut travailler par mot aussi, ou par alphabet directement. Et pour te donner un exemple, le logo, je ne sais pas si on peut citer de marque, mais... Oui, on peut. Oui, on peut. Le logo Coca-Cola, par exemple. Ok. Ce logo-là, c'est un lettrage, c'est-à-dire que chaque lettre de Coca-Cola a été dessinée exprès pour ce logo-là. C'est pas une typographie, on n'a pas tapé Coca-Cola sur l'ordinateur et choisi dans une liste et s'est dit « Ah, ça c'est pas mal !» Même si maintenant, ça doit sûrement exister. Oui, voilà, sur Dafont, on doit sûrement la trouver. N'utilisez pas cette typo, s'il vous plaît. Donc voilà, Coca-Cola, c'est un lettrage parce que voilà, c'est des lettres qui ont été dessinées exprès à destination de ce logo-là. Ok. Et donc, moi, je commence à faire ce travail de calligraphie. Avec Vincent, donc. Ouais, avec Vincent. Il commence à m'initier un peu à la fresque aussi, parce qu'on était tous les deux à Paris quand il y a eu les attentats au Bataclan. Et le lendemain de ça, on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose, parce que c'était quand même assez difficile, même si tous les deux, on a eu beaucoup de chance quand même d'avoir rien eu du coup. Et on s'est dit, en fait, on a envie de créer quelque chose là-dedans qui puisse apporter un peu de joie, un peu de lumière. Et en fait, on s'est rendus tous les deux sur la place de la République et on a peint une fresque. Et moi, c'était la première fresque que je faisais, du coup, en collaboration avec lui. Mais c'est dingue parce que maintenant, j'y repense et j'avais pas encore conscience à ce moment-là de m'être dit je veux faire ça pour le reste de ma vie. Tu vois, c'est juste, tu ressens un truc tellement fort, t'es dans le moment. Et avec le recul, j'ai pris conscience que ça a comme enraciné quelque chose en moi. Et tout mon parcours ensuite n'a été que la suite logique de ces deux événements assez hasardeux, tu vois, qui sont arrivés. Voilà. Et du coup, Vincent, il a quand même une approche de la lettre qui est très spécifique, en fait, vu qu'il fait de la calligraphie. Est-ce que ça a façonné ta vision du lettrage? Enfin, comment tu dirais que ça t'a influencé ou pas, en fait? Eh ben, tu vois, moi, la calligraphie, ça m'a vraiment apporté ce côté très assidu. C'est-à-dire, voilà, de passer du temps à regarder, à dessiner, à éliminer les moindres défauts que je puisse trouver. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu retrouves dans le lettrage. C'est un art qui est hyper technique, où vraiment, ça demande beaucoup de concentration, forcément, mais aussi beaucoup de présence, en fait. Il faut vraiment que tu sois dedans à fond. Je pense que le fait d'avoir commencé par la calligraphie, ça m'a vraiment modelé à travers ces différents éléments-là, ouais. Vraiment d'être présent à fond dans ce que je fais et d'être aussi dans quelque chose de très technique, même si je pense qu'à un moment donné dans mon parcours, ça m'a un peu enfermée et que j'essaye un peu de sortir de ce côté très technique pour essayer de remettre un peu de mouvement, un peu de sensibilité dans cette approche-là, on va dire. Ok, et quand tu parles de technique, tu parles de règles, parce que du coup, on a l'impression quand même que c'est un peu de la gesture, de la gestuelle, où ça a l'air assez fluide en fait. Donc, qu'est-ce que tu entends par technique ou technicité? Mais par exemple, je parlerai pas pour la calligraphie parce que c'est pas mon domaine de prédilection, mais en tout cas pour le lettrage, par exemple, tu as des outils qui sont très spécifiques. Okay. Il y a certains styles de lettres que tu peux pas peindre avec certaines formes de pinceau. Voilà, déjà, il y a vraiment ça sur le pinceau, c'est vraiment très spécifique. Après, tu as aussi toute une technique autour de la peinture. Il faut que ta peinture soit très fluide et très pigmentée. Et ça, c'est pas facile de trouver non plus dans toutes les marques, dans toutes les différentes peintures. Et puis, il y a beaucoup de techniques dans le dessin de la lettre et dans la composition. C'est-à-dire, voilà, les lettres, pour que ce soit lisible et compréhensible et beau aussi en même temps, voilà, il faut que toutes les lettres soient à la même hauteur, soient sur la même base, et un espacement qui soit correct, et une largeur qui soit correcte, etc. Il y a aussi une question de lisibilité où, ok, tu vas écrire quelque chose, mais est-ce que c'est fait pour être vu de loin, de près? Dans ce cas-là, ça va changer la taille. Ça va changer la taille de ta lettre. Du coup, ça va changer le temps que tu vas passer à l'écrire, parce que forcément, si c'est plus petit, ça va te demander plus de temps de détail. Et si c'est plus petit, ça va te demander aussi un autre pinceau et possiblement une autre peinture aussi. Voilà, donc... Mais j'avoue, j'aime bien me prendre la tête, donc en fait, c'est parfait pour moi.
Mais en tout cas, c'est sûr que quand on appréhende une commande ou un travail de lettrage, il y a plein de questions auxquelles il faut répondre sur les outils. Parce que, ouais, on n'a pas parlé du support non plus, ça c'est hyper intéressant. Est-ce que ton support est lisse? Est-ce que ton support a des aspérités? Est-ce qu'on va sur quelque chose en volume? Est-ce qu'on va sur du plat? Et le moindre élément va venir influencer sur tout le reste des questions dont tu as besoin d'avoir une réponse pour pouvoir te dire, ok, c'est bon, maintenant je suis prête, tu peux commencer à peindre, tu vois. Ok. Et du coup, ton étape préparatoire, c'est à la main, à l'ordi, combien de pinceaux t'as J'ai 50 000 questions. Ouais, non, t'inquiète. Alors, combien de pinceaux j'ai? Je pense une centaine. Mais j'en achète encore toutes les semaines. Là, j'en ai 2 qui traînent dans ma voiture depuis une semaine. J'ai des pinceaux qui viennent d'Argentine, forcément. J'ai des pinceaux qui viennent d'Espagne, du Japon, parce qu'on ne fabrique pas partout des pinceaux pareils. Tu as des gens qui ont passé leur vie à faire des pinceaux. Pour moi, le pinceau, c'est vraiment l'outil que je chéris le plus au monde, parce que voilà, je trouve ça tellement beau, tellement délicat et presque une continuité, quoi, tu vois, enfin, de la main, du cœur, même certains artistes disent et tout, c'est hyper intéressant. Mais on va pas parler de ça, donc on va dire une centaine de pinceaux. Après, comment je prépare? Souvent, ça va vraiment dépendre de l'ampleur du projet, mais très souvent, ça va être incarné, des notes, parce que moi, je suis très attachée aux mots, donc j'écris tout. J'écris, voilà, ça c'est tel projet, j'ai telle possibilité, telle solution, mais ça marche pas. Et en fait, je mets tout à l'écrit, parce que ça me permet aussi d'évacuer un peu les mauvaises idées et déjà de commencer à faire un tri. J'aime bien aussi beaucoup travailler par coupage et décollage, j'allais dire n'importe quoi, et collage. Où, par exemple, je vais lancer plein d'idées sur une grande feuille de papier avec déjà des petits croquis, des photos, et puis je vais venir tout découper et je vais essayer de refaire un espèce de puzzle avec ça pour essayer. En fait, moi, j'ai vraiment besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. C'est pour ça que je crache, on va dire, un peu tout sur le papier d'abord. Ensuite, je remets un peu d'ordre. Mais vraiment, il faut que ce soit à l'extérieur de moi, quoi. Voilà. J'essaie d'intellectualiser quand même un peu, en tout cas d'appréhender les projets un peu en intellectualisant le truc. Mais comme je te disais au départ, j'ai vraiment besoin de tout de suite passer à la main, au papier, à l'écriture pour voir ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher. Et après, honnêtement, ça va être sur l'expérience sur le tas, quoi. D'être devant le mur ou devant le panneau, d'avoir essayé un truc, ça n'a pas marché, on efface, on recommence. Et c'est ça qui est bien aussi dans la peinture, c'est que jusqu'à un certain point, évidemment, tu as quand même la possibilité, voilà, de remettre un coup de peinture dessus, d'effacer, de recommencer, même si c'est chiant parce que il faut que tu refasses tout le process depuis le début, de tracer, de machin. Mais voilà, moi j'ai appris dans le dur et c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi, où je me dis j'essaie de jamais faire les choix les plus faciles dans ma vie perso et dans ma vie pro, parce que ça m'apporte en fait 100 fois plus que si j'avais fait le choix facile. Ok, c'est trop intéressant. Je vais repartir un peu sur ta formation, le fait que tu avais été ensuite à Paris pour ta formation de graphisme. Et ensuite, tu as aussi fait un stage donc, en Argentine, t'en parlais tout à l'heure, donc à Buenos Aires avec le studio El Fantasma de Heredia. C'est un stage de quelques mois qui s'est transformé en fait en 3 années où tu es resté en Argentine et où tu as approfondi ton travail de la peinture en lettres. Et en fait, j'avais envie de savoir quelle a été ton expérience en arrivant à Buenos Aires et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je pense que je suis tombée amoureuse de la ville le jour où je suis arrivée. Honnêtement, c'est... Alors que mon rêve, ça avait toujours été d'être à Paris. Et le premier jour où je suis arrivée à Paris, j'ai déchanté. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Alors que Buenos Aires, j'avais aucune attente. Évidemment, j'avais regardé un peu des photos, des trucs, mais voilà. Mais l'énergie est tellement belle, tellement intense là-bas. Mes amis, ils l'appelaient Ciudad de la Furia, la ville de la fureur, parce que la ville est tellement intense que ça t'attrape direct en fait. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça dès le premier jour, la première semaine où je suis arrivée.
déjà, je me suis dit, ah, mais en fait, 6 mois, ça va passer trop vite. Déjà, le premier jour, je me suis dit, 6 mois, ça va passer trop vite. Est-ce que je suis sûre de 6 mois là? Ouais, c'est ça. Et bah écoute, mon stage, ça s'est hyper bien passé. J'ai rencontré des gens, j'ai commencé à avoir des galères, mais aussi des opportunités de travailler, de faire des choses qui étaient hyper belles, hyper intéressantes. Donc, je me suis dit, je vais rester en fait, parce que de toute façon, j'avais rien qui me retenait à Paris. Je voulais pas rentrer à La Réunion, j'étais pas encore prête, et j'avais vraiment l'impression que j'avais encore des choses à faire là-bas. Et du coup, je suis restée et je regrette tellement pas d'avoir fait ce pari parce que ça a marqué vraiment un tournant aussi pour moi, parce que c'est à peu près à ce moment-là où j'ai décidé vraiment de me dédier à 200% à ce que je faisais. Où tu sais, j'ai toujours eu un peu des boulots à côté, alimentaires, des choses comme ça. Mais c'est vraiment peu de temps après cette période où j'ai décidé de rester, de me dire, ok, j'arrête les boulots alimentaires et je fais que de l'artistique, quoi. Et voilà, c'est une ville aussi qui te prend beaucoup, mais qui te redonne aussi beaucoup, je trouve. Et d'avoir fait ce pari-là, en fait, je pense que c'était vraiment le bon moment et le bon endroit pour moi de le faire là-bas. Et qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Dans cette ville, il y a un énorme côté des bruits, en fait. Et du coup, ce côté des bruits-là, il implique aussi une vraie scène artisanale. Énormément de marchés de créateurs, de vendeurs un peu comme ça sur le bord du chemin qui te vendent des petits trucs qu'ils ont fabriqués, ou même tu vas voir une expo et il y aura forcément un marché de fanzines, de choses comme ça. Et déjà, moi, en tant qu'artiste, forcément, c'était hyper nourrissant et hyper beau de voir tout ça. Et à chaque fois, vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est toujours des choses très simples, mais pas naïves, tu vois. Des choses très simples dans la forme. Tu veux dire dans l'économie de la fabrication, par exemple? De moyens, ouais, complètement. Où tu vas avoir, par exemple, beaucoup de travaux éditoriaux. Ça va être que des choses écrites à la main, photocopiées, découper des textes dans des livres, etc. Si tu vois, par exemple, tout le côté artisanal du côté textile, ça va être énormément de récup. Tu vois, maintenant, on parle beaucoup d'upcycling. C'est vachement à la mode, mais voilà, ça se faisait déjà là-bas. Ça vient d'une économie. C'est typiquement ça. C'est-à-dire que acheter de la matière première neuve, c'est hyper cher. Alors qu'il y a déjà de la matière qui existe et qui est là et qu'on peut récupérer. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et en fait, ça renverse complètement ton mode de pensée un peu à la française où dès que tu as besoin de faire un truc, tout de suite, tu vas aller acheter du neuf. Voilà, tout de suite, par exemple, moi, j'ai pas mal travaillé l'édition. Je me disais, dès que j'avais un projet éditorial en tête, tout de suite, j'allais chez l'imprimeur pour voir. Alors qu'en fait, dans mon école, il y avait une photocopieuse. Je m'étais jamais vraiment intéressée à ces outils qui étaient proches de moi. Et d'être là-bas, ça m'a vraiment ouvert là-dessus. Et ce côté artisanal-là, ça se retrouve aussi dans le paysage du quotidien, où tu vas sortir dans la rue et par exemple, les arrêts de bus, ils vont être peints à la main. Beaucoup de ce qui va être de l'ordre de l'information pour te déplacer dans la ville, ça va être fait à la main. Les numéros sur les bus, les enseignes des boutiques forcément. Et où par exemple, tu vas voir aussi des endroits très très anciens chargés d'histoire, des milongas où on danse le tango, ou des bars. Et tu vas voir que des trucs par la main. Et je me dis, mais c'est qu'il y a forcément un truc, quoi. Et du coup, là-bas, du coup, c'est vraiment là-bas que j'ai commencé à m'intéresser, voilà ce que je définis par lettrage. Et aussi parce que là-bas, dans la culture, ça vient d'une économie aussi, c'est-à-dire ça coûte moins cher de faire venir quelqu'un pour peindre une devanture et une enseigne plutôt que d'aller chez un imprimeur et de tout faire imprimer sur des autocollants, des choses comme ça. D'accord. Tu me fais la transition parfaite parce qu'en fait, je voulais qu'on revienne un peu sur la technique de lettrage, le filetteado porteño, j'espère que je le prononce bien. Ça même. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais en Argentine et c'est vrai que quand tu te balades dans la rue, particulièrement à San Telmo, tu vois des enseignes, des bus décorés avec ces lettrages un peu emblématiques et ornements. Et t'étais dans ton beurre en fait. Mais honnêtement, si je te remontre dans mon truc de photos là sur mon téléphone, allez, les 50 premières photos que j'ai prises quand je suis arrivée là-bas, je pense qu'il y en a au moins 30. C'est que des enseignes, des trucs par la main où je me disais mais c'est quoi ce truc? C'est incroyable. Ouais. Peut-être les auditeurs pourront aller voir sur internet à quoi ça ressemble, mais en fait c'est très rococo quoi.
Il y a Ok. beaucoup de volutes, beaucoup de jeux d'ombre, de lumière, beaucoup de couleurs. C'est une typo qui est assez manuscrite. Il y a vraiment ce côté très écriture, en fait, manuel. Mais il y a un travail hyper complexe de composition, déjà de composition dans l'ensemble, avec tout ce qui va être décor autour, parce que souvent il y a des bordures, petites volutes, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais ouais, rococo, art déco peut-être aussi à un moment donné, tu vois, c'est vraiment, c'est beaucoup, quoi. Et aussi beaucoup de composition dans les jeux d'ombre et de lumière. En fait, tu as vraiment plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que tu vas avoir un premier niveau de lecture informationnel pour te dire, voilà, ici c'est la milonga, ici c'est le barcito, ici c'est autre chose. Et si tu commences à regarder un peu, tu te dis, ah ouais, mais en fait là, il y a 10 couleurs. Il y a 10 couleurs qui vont bien ensemble, tu vois. Donc Ouais. déjà, ça c'est très complexe à mettre en place. Et puis tu vas regarder un peu plus et tu vas dire, ah ouais, mais là, il y a des ombres portées, il y a des ombres à l'intérieur, et puis il y a une typo qui est manuscrite, et puis là, il y a une typo qui est bâton, et c'est juste fou, quoi. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé à faire du lettrage là-bas, ben nous on faisait du lettrage vraiment genre à l'occidental, quoi, avec des logos dans des typos un peu à la mode et tout, parce que c'était aussi les commandes qu'on avait, hein, voilà, c'était un peu stratégique, on va dire, pour pouvoir avoir des chantiers, des choses comme ça. Et mon amie avec qui je travaillais là-bas, elle est argentine. Et à un moment donné, elle me dit, ouais, ce serait pas mal qu'on commence à s'intéresser un peu au filetteado, mais faudrait qu'on trouve quelqu'un pour nous enseigner parce que en vrai, ça s'apprend pas comme ça, quoi. C'est vraiment un art qui existe déjà depuis hyper longtemps. C'est entre les mains de maestro. Enfin, c'est vraiment, c'est pas un savoir non plus qui se transmet très simplement parce que c'est très complexe. Ça te demande vraiment de te dédier ta vie à ça, quoi. Et on a eu la chance d'avoir pu rencontrer un jeune peintre, filetteado, Gustavo, qui lui venait en fait de se lancer dans une démarche vraiment de transmission. Aussi parce que voilà, il a eu son propre atelier qui pouvait ouvrir au public, etc. Et donc, on a commencé un peu à suivre son actualité. C'était à ce moment-là aussi où on commençait à être plus présente sur Instagram. On commençait aussi à rentrer en contact avec voilà, d'autres artistes, des gens un peu du même milieu que nous là-bas. Et en fait, on est rentré en contact avec lui, on lui a demandé s'il faisait des workshops, des choses comme ça. Et à un moment donné, il est revenu vers nous, il nous a dit, bah, effectivement, là, je vais faire un workshop, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. C'est payant, mais voilà, si vous avez envie d'apprendre, c'est l'occasion. Bah, du coup, on y allait. Pas toutes les deux en même temps, parce qu'on n'a pas pu, mais on a chacune suivi le workshop à un moment donné. Et en fait, on est revenu de là et on s'est dit, c'est fou, parce que on a juste eu une initiation. Parce que, comme je te disais, voilà, lui, Gustavo, il est jeune, il a la trentaine, mais lui, il a appris avec des maestros qui avaient 80, 85 ans. Et tu vois, il essaye aussi d'être dans cette démarche de se dire, ben, on n'a pas envie de perdre cet artisanat-là, donc il faut le transmettre, en fait. Moi, déjà, je vais dédicacer ma vie à faire ça, mais aussi, j'ai envie de le transmettre. Et même si c'est juste une initiation, eh ben, c'est quand même important parce que nous, dans l'initiation, ça nous a quand même donné vachement de techniques sur, OK, comment est-ce qu'on met les ombres, de travailler un peu plus la composition, ce travail de palette de couleurs aussi qui est hyper intéressant. Et pour nous, c'était important de connaître en fait quelques bases de cet artisanat-là et de voir aussi comment est-ce que on pouvait transposer ce qu'on avait appris dans les projets qu'on allait faire par la suite pour les rendre du coup un peu moins occidentales sans être du tout négatives, mais qui viennent aussi s'inscrire un peu plus dans un patrimoine esthétique et visuel que tu trouves là-bas, mais sans nous l'approprier parce que on n'est pas maestro, donc on peut pas se dire voilà, on a fait une initiation, donc du coup on sait le faire de A à Z, mais vraiment d'essayer de récupérer un peu des codes et de se dire voilà, on va essayer de trouver un équilibre aussi entre ces identités plurielles qui sont les nôtres en fait. Ouais, c'était une façon aussi de faire le lien entre peut-être des logos très corporate ou très standardisés avec l'identité visuelle aussi du pays. Enfin, du pays, en tout cas, je sais pas si ça se retrouve dans tout le pays, mais en tout cas. Si, ouais, tu le retrouves, tu le retrouves partout. Après, c'est sûr que certains endroits ont un peu plus leur spécificité, mais c'est quand même quelque chose que tu vas retrouver sur tout le pays et même jusqu'à un certain niveau dans l'Amérique du Sud de manière générale, tu vois.
Ok. Donc, et c'est ça qui est hyper beau aussi. Après, évidemment, au Chili ou ailleurs, ça s'appelle pas fileteado, mais bah, tu sens que l'inspiration est là, quoi. Ok, cool. Déjà, c'est un art, finalement, c'est un savoir-faire historique, ça fait partie de leur patrimoine. Comment, toi, cette tradition, ça a influencé ton travail? Enfin, tu disais que tu faisais un lien, mais est-ce que tu réintègres, je sais pas, des parties particulières, des couleurs que tu n'utilisais pas? Enfin, comment ça t'a aidé, quoi? Ouais. Moi, déjà, je pense que ça m'a apporté une forme de respect, de me dire, en face de moi, j'ai une technique artisanale qui existe depuis tellement longtemps. Et ce truc-là, il faut que je m'en approche de manière hyper respectueuse. Et c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire ici par rapport à la langue, par rapport à l'histoire, même si ça fait partie de moi, c'est ma langue et mon histoire, mais je me dis quand même, je suis face à quelque chose de plus grand que moi et il faut que j'approche ça avec respect et avec humilité. Et ça m'a déjà appris ça. La deuxième chose, je pense, qui m'a appris, c'est de me dire, c'est jamais trop. Tu vois, c'est jamais trop dans le sens où si c'est ce que moi j'ai décidé, c'est-à-dire si j'ai décidé de mettre 5 couleurs, si j'ai décidé de mettre des volutes, des arabesques, tout ce que je veux, et ben en fait, cette identité-là, c'est la mienne et il faut que je l'assume jusqu'au bout. Je pense que ça m'a vraiment apporté aussi cette confiance en moi, tu vois, d'être moins aussi sur la réserve, à me dire bon, j'en fais pas trop parce que je veux pas non plus un peu déranger ou sortir un peu des codes. En fait, ça m'a juste dit bah non, sois toi-même et sois toi-même à 100%, parce que ce que moi je retiens de cet artisanat-là, c'est vraiment ça en fait. Je pense que peut-être plein de personnes verront et n'aimeront pas parce que se diront mais bah, justement c'est trop. Ça manque un peu peut-être de raffinement ou de justesse peut-être des fois, ce qui sont des arguments tout à fait valables et encore très subjectifs parce que ça dépend forcément de chacun. Mais en tout cas, moi j'essaye un peu de prendre le contre-pied de ça et de me dire ben en fait moi je vois ça et là-dedans je vois quelque chose d'entier. Peut-être même des fois on peut parler de radical. Et de généreux aussi. Ouais, de généreux complètement. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'économie, des moyens, et en fait, là, c'est une façon aussi d'être généreux en couleurs, généreux en contours. Enfin, je sais pas, des fois, Ouais. il y a au moins 50 contours de couleurs différentes. Et d'être généreux en temps aussi, parce que faire un travail comme celui-là, ça veut dire passer énormément de temps dessus pour un résultat qui est tellement parfait que des fois, tu as l'impression que c'est facile en fait, alors que nous, Gustavo, il nous montrait des choses et on se disait, mais c'est pas possible, combien de temps il va y passer à faire toutes ces ombres, ces trucs, ces machins, c'est vraiment impressionnant. Donc, ouais, je pense que la générosité, je l'avais vraiment jamais vu sous cette forme, donc merci de partager ça avec moi, mais ouais, c'est vraiment aussi comme une espèce de fil rouge en fait, auquel j'essaye de me rapprocher le plus dans tous les différents projets que je peux avoir maintenant, quoi. C'est trop bien. On apprend tellement de choses qui vont nous aider à connecter un peu tous les dots de ton parcours. C'est trop cool. Tout à l'heure aussi, je voudrais revenir sur ce que tu disais par rapport à la débrouille. On reparlait de l'économie et tout. Et quand on a fait notre entretien préparatoire, tu me disais que, en fait, tout ça, ça t'a rappelé un peu la Réunion. Enfin, cette économie de la débrouille. Et tu m'avais aussi parlé de la chaleur de la ville. Et en fait, je voulais savoir si tu pourrais nous parler un peu davantage, pourquoi ça te rappelait la Réunion. C'était quoi aussi ton rapport en tant que réunionnaise dans un pays comme l'Argentine? Je pense qu'il y a vraiment un mot qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est la solidarité. Parce que d'être loin de chez toi, c'est difficile, mais si t'es pas dans un système de solidarité, c'est impossible en fait. Et je sais aussi que si j'ai pu rester aussi longtemps là-bas, c'est parce que j'ai toujours des gens qui étaient auprès de moi et qui m'ont soutenu en fait dans toutes les galères que j'ai pu avoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui existe à La Réunion et qui existe pas seulement et qui, je pense, fait partie des fondements de notre identité créole en fait. C'est sûr que on est chacun notre personnalité, notre sensibilité.
Mais si on pousse le curseur un peu plus loin, bah, au final, c'est un peu notre humanité qui nous rassemble tous. Et si on n'a pas cette solidarité entre nous, je pense que c'est de plus en plus compliqué de faire société, en fait. Et même de faire famille, de faire amitié, etc. Donc je pense que c'est vraiment, moi, cette solidarité que j'ai retrouvée là-bas qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a fait vraiment me sentir chez moi, alors que j'étais tellement loin de chez moi. Et que par exemple, j'ai jamais vraiment retrouvé à Paris, en fait. Ou alors, de manière très très ponctuelle avec certaines personnes très spécifiques, alors que là-bas, c'est dans la vibe, quoi. C'est l'ambiance. C'est vraiment l'ambiance et la solidarité, quoi. Mais parce que il n'y a pas moyen de faire autrement. Et c'est ça aussi qui est fou, c'est que on a l'impression que les contraintes, en fait, très souvent nous étouffent. Et c'est le cas, c'est sûr et certain. Mais à côté de ça, si on décide de les regarder, de se dire ok, elles sont là, et de se dire bah, ok, mais on a quand même envie d'avancer là-dedans, je pense que l'étape qui arrive, c'est vraiment la solidarité. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on peut rester souple et fluide dans des contextes qui sont très, très difficiles à gérer. Et tu vois, Buenos Aires, tu parlais de la chaleur, en été, c'est une ville qui est vraiment c'est infernal, quoi. Parce que tous les bâtiments sont équipés de climatisateurs. Et du coup, quand toi, tu sors dans la rue, bah, déjà, tu as toute la chaleur de la ville, quoi. Et tu as en plus toute la chaleur que les climatisateurs rejettent. Et en plus, qui font un bruit impossible, quoi. Le métro, c'est vraiment c'est hyper, hyper compliqué là-bas l'été. Mais bah, forcément, ça me rappelle ici, quoi. Mais voilà, et puis t'as ces moments hyper beaux où il fait tellement chaud que à un moment donné, il va commencer à pleuvoir hyper fort. Et là, t'as toute la chaleur qui va s'évaporer. Et t'as ce temps-là d'après la pluie qui est juste incroyable, où il va faire frais et en même temps, il fait chaud. Enfin, et ça, je n'ai jamais retrouvé à Paris, tu vois. Et puis je pense que, tu vois, là, on parle de la chaleur, mais la lumière aussi à Buenos Aires est hyper belle, ou c'est hyper solaire, en fait, comme ici, très orangé, très enveloppant, en fait. Et pourtant, voilà, comme je te dis, c'est hyper loin, mais on se retrouve aussi beaucoup dans nos racines africaines. Tu retrouves aussi vachement ça dans l'alimentation, dans le côté, on est très famille au sens large du terme, c'est-à-dire ça peut être famille d'amis aussi. Dès que tu es inclus dans un groupe, bah, t'es dans ce groupe, quoi. T'es plus étranger, tu fais partie de ce groupe, tu fais partie de cette famille. Et il y a aussi un truc, c'est que, par exemple, quand tu vas, moi en tout cas ça m'est arrivé, quand tu commences à rencontrer un peu des personnes, bah, les gens vont pas facilement t'ouvrir les portes de leur maison. Et si une personne t'ouvre les portes de sa maison, là, ça veut dire que vraiment, tu es dans une relation très intime avec elle et que cette personne te fait totalement confiance et maintenant, tu fais partie de son cercle privilégié, quoi. Et je trouve qu'à La Réunion, bah, on a un peu ce rapport-là aussi, où, bah, en tout cas, pour moi, créole, il n'y a pas trop de monde, tu connais pas autre case, quoi. Tu vois En tout cas, moi, dans ma famille, c'était comme ça. C'était comme ça, et vraiment, si t'es invité à la maison, c'est que waouh, là c'est, ou en tout cas, voilà, quand j'étais plus jeune, ça se faisait pas trop d'inviter les copains à la maison, quoi. C'était vraiment, on invitait que la famille, très proche, même un peu éloignée ou quoi, mais c'était la famille, quoi. Pour inviter mes copains, c'était, voilà, j'ai dû un peu négocier. D'abord, on était dans le jardin, tu vois, dans le jardin, c'est pas encore vraiment dans la maison et tout. Du coup, après ce moment nostalgique sur l'Argentine, donc plusieurs années en Argentine, tu choisis de revenir à La Réunion, donc en 2019. Bah, comment s'est passé ton retour sur l'île? Comment tu as été accueillie par la scène artistique locale? Et ben, franchement, le retour, c'était un peu nébuleux, on va dire, parce que, en fait, déjà, juste pour te donner une idée, quand je suis revenue à La Réunion, toute ma vie tenait dans ma valise, en fait. Je n'avais plus rien. Je connais ce sentiment où ça fait 4 ans que tu as le même short, unique short, et 2 pulls. Ouais, c'est exactement ça. Et par contre, j'avais toujours mes feuilles, mes crayons. T'avais plus de matériel artistique que de vêtements, c'est ça? Voilà. Et plein de petits souvenirs que tous mes potes, ils m'ont donné, des graines, des trucs comme ça, dans mon sac. Et c'est même pas un cliché, c'est vraiment ça.
Et donc, déjà, quand je suis revenue, il y avait un peu cette phase de logistique où je me dis, bon, ok, faut que je refasse mes papiers d'impôts, mes trucs, mes machins. Donc, j'étais un peu là-dedans, c'était un peu dans le brouillard, quoi, parce que il faut aussi que je me remette un peu dans ce système français où, quand j'étais en Argentine, par exemple, j'utilisais jamais ma carte bleue parce que là-bas, c'est très compliqué de retirer de l'argent, ça te coûte cher, etc. C'est tout, billet, billet, billet. Et donc, déjà, il fallait que je me réadapte un peu à la vie ici, quoi, à la vie occidentale, on va dire, un peu. Après, c'est vrai que pour retrouver un peu l'équilibre là-dedans, moi, ça m'a fait énormément de bien de retrouver ma famille. En fait, c'est vraiment pour ça que je suis rentrée, parce que je sentais que j'avais besoin de me reconnecter avec mes parents, avec mes grands-parents surtout. Et donc, j'ai commencé à me reconstruire, construire un peu dans ces deux éléments-là. Évidemment, voilà, j'ai recontacté un peu des gens que je connaissais des Beaux-Arts. Et voilà, ils se souvenaient de moi, ils se sont dit, ah, trop cool ton parcours et tout, ce serait bien qu'on se rencontre pour s'en parler, quoi, juste, voilà. Et en fait, je crois que peut-être la deuxième semaine de mon retour, on m'a invité à un vernissage au FRAC. On m'a dit, viens au FRAC, au vernissage, on se retrouve là-bas. Et une copine avec qui j'étais à l'école d'art, et puis je te présenterai, voilà, un tel, un tel, un tel. Et c'est comme ça que ça a commencé, où voilà, j'ai rencontré Béatrice Binoche du FRAC. Et tout de suite, elle s'est dit, ton parcours est hyper intéressant. Je vais te positionner sur une petite action, si ça te dit de faire ça et tout. J'ai dit, grave. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à reconnecter avec des gens, à rencontrer d'autres personnes. Et j'avais ramené des choses que j'avais faites en Argentine. Et puis, moi, j'étais dans une phase aussi où je revenais, je dessinais beaucoup, je créais aussi avec de nouveaux outils, parce que en Argentine, voilà, j'avais beaucoup de choses, mais que j'ai quasiment tout laissé à ma pote qui, elle, a continué de travailler là-bas. Et donc, j'arrive ici et puis je vois tous ces outils flambant neufs et je me dis, oh là là, trop bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec toutes ces choses merveilleuses. Et donc, c'était de me reconnecter un peu à ça aussi, tu vois. Après, ça m'est manqué aussi d'un côté, quoi. Et donc, je commence à me refaire un réseau et à un moment donné, j'atterris à l'ERCA, où je commence une longue résidence, où en fait, on me met à disposition un atelier. Et puis là, du coup, c'est cool parce que j'ai un espace de travail. Je rencontre d'autres artistes aussi de ma génération. Je commence à me rendre un peu compte aussi des problématiques, des questionnements que les gens se posent ici, ou en tout cas, sur quoi est-ce qu'ils se positionnent. Et je me dis, ah ouais, ça c'est hyper intéressant. Et les gens commencent à voir aussi mon travail et se disent, c'est cool, on n'a jamais vu personne faire ça ici, ou en tout cas de cette manière-là, avec cette forme-là, ces outils-là, etc. Donc c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper intéressant dans les deux sens, en fait. Du coup, voilà, je commence un peu à bosser, à faire beaucoup d'ateliers, en fait, à commencer à partager ce que je sais faire. Et de fil en aiguille, je commence à me faire un petit réseau. Après, voilà, je pense que la plupart des artistes le savent, ça marche comme ça aussi. D'aller à des vernissages, de rencontrer des personnes, un peu des personnes clés, de leur montrer ce que tu fais, ce que tu sais faire, et que ces personnes-là, ils croient en toi et ils te disent, postule à tel appel à projet, je pense que ça peut être pour toi. Et puis, tu postules, tu l'as, des résidences qui ont un peu de cachet. Ou, par exemple, moi, je sais que Patrimoine et Création, d'avoir été dans cette résidence, ça a été aussi un gros tournant pour moi, où là, tu es dans une sphère professionnelle, mais du coup, tu es face à des directeurs, des gens qui officient à l'armée, le préfet, tu vois, des gens qui ont un métier, une stature complètement à l'opposé de là où je suis moi. Et du coup, moi, ça m'apporte aussi énormément de maturité, de constance, en fait, et de posture dans mon travail, où je me dis, en fait, je sais pourquoi je fais ça, mais de rencontrer des gens, d'avoir des opportunités de travailler, de faire des choses vraiment très différentes à chaque fois, qui te demandent aussi un peu de te challenger sur la forme, sur le public avec lequel tu vas rencontrer. Moi, ça affirme encore plus ma posture de me dire, ok, ouais, je suis artiste. Puis être artiste, ça veut aussi dire peut-être faire possiblement des choses différentes, avoir des économies différentes, mais ça n'empêche pas, t'es pas moins artiste quand tu fais plus d'ateliers, moins de création. T'es pas moins artiste quand tu fais plus d'expos et moins d'ateliers. Mais ça, c'est un recul que je peux avoir seulement aujourd'hui aussi, après, voilà, quelques temps passés après ces projets-là. Mais en tout cas, mon parcours, ça s'est vraiment construit comme ça un peu. J'aime bien utiliser le mot tricoter
Parce que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça que j'ai fait, quoi. Voilà, un peu tricoter au fil des rencontres et des projets. Ok, on va revenir sur plusieurs de tes projets ensuite, mais il y avait une question que je voulais te poser. Quand Ouais. tu rentres en fait à La Réunion, tu retrouves notre territoire qui est riche d'histoire et de savoir-faire. Et du coup, tu as exploré donc, ce travail de peinture en lettres à Paris, en Argentine. En fait, je trouvais que ce travail de la lettre, il fait aussi écho à un héritage local qu'on retrouve en tout cas à La Réunion. C'est les peintures en lettres sur les boutiques chinoises. Et on a des enseignes avec des grands logos de boissons comme, pas Cote, pas Coca-Cola, Cote plutôt, et Cote ou Dodo. Et en fait, je me demandais un peu, c'était quoi le lien que tu vois entre notre héritage réunionnais de la peinture en lettres et ton travail. C'est marrant parce que à mon retour ici, c'est comme un peu quand j'étais arrivée en Argentine où je commence à poser mon regard sur ces trucs-là. Et je me dis, mais en fait, c'est incroyable. C'est trop beau, déjà. Il y a un vrai savoir-faire là-dedans technique parce que tu sens que c'est des choses qui sont assez vieilles. Et quand je commence à me renseigner, j'ai un peu plus conscience de la temporalité. Donc là, je me dis, ok, ça, c'est des trucs qui datent des années 70, des années 80. Et du coup, là, je fais le lien. Je me dis, ouais, mais à cette époque-là, il n'y avait peut-être pas de projecteur. Donc les gars, ils ont tout dessiné à la main, quoi. Donc là, ça te demande... là, franchement, c'est un niveau... c'est chaud, quoi. Donc je commence à prendre un peu l'ampleur de ça. Et en fait, sans réfléchir, je commence à tout prendre en photo. Limite, c'est hyper dangereux parce que je suis sur la route et je vois un truc et je m'arrête en plein. Je me dis, ah, je veux le prendre en photo. Ne faites pas ça. Disclaimer. Ouais, c'est clair. Et en fait, voilà, sans réfléchir, quoi, je sors mon téléphone et je commence à prendre des photos. Et à un moment donné, je transfère tout sur l'ordi. Et là, je me dis, j'en ai 150, quoi. T'as une collection. Ouais, j'ai grave une collection et beaucoup d'entre eux sont sur des choses qui sont vraiment en train de dépérir, en fait. Des bâtiments qui sont abandonnés, des bâtiments qui sont en train d'être détruits. Et je me suis dit, ce serait peut-être cool de les archiver sur une plateforme ou quoi. Et j'avais commencé à faire un blog. Du coup. Bon, j'avoue, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, tu vois. C'est vrai qu'il y avait Instagram, tout ça, mais c'était pas encore comme aujourd'hui. J'ai l'impression d'être hyper vieille quand je dis ça, alors que voilà, mais... Non, mais ça évolue vite, ces plateformes. Oui, voilà, ça évolue vite, ouais. Non, c'est sûr que... Parce que là, ce dont je te parle, c'était en 2020. Et c'est sûr que, tu vois, il n'y avait pas de réel, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et donc, moi, la première idée qui m'est venue en tête, c'est de faire un blog que j'ai alimenté un peu au fur et à mesure, que j'ai un peu délaissé, j'avoue, au cours des différents projets, des différents moments de vie et tout. Et là, je commence à me réintéresser parce que je recommence à prendre des photos, je recommence un peu à porter mon regard, à me balader et à revoir un peu ces trucs-là. Et je vois aussi des choses que j'ai prises en photo qui ont là pour le coup vraiment disparu, quoi. Je pense qu'il y aura certainement bientôt un compte Instagram du coup parce que voilà, pour s'inscrire un peu dans cette temporalité aujourd'hui, parce que je pense que ça peut être aussi un bon outil facilement accessible à tout le monde d'archivage. Mais mon rêve, ce serait d'en faire un livre et peut-être enfin pas peut-être, mais j'aimerais rencontrer des gens dont ça a été le métier pour comparer en fait quelles techniques ils ont appris, quelles techniques ils ont fait avec celles que moi j'ai appris et que j'ai utilisées dans mon parcours. L'appel est lancé du coup, si y a des auditeurs qui clair. Nous écoutent et qui connaissent quelqu'un, on fera passer le contact à Stéphanie. S'il vous plaît, merci. Et aussi parce que... Le petit appel, s'il vous plaît. Ouais. Et maintenant, je commence à comprendre un peu le sens de tout ça. C'est que je me dis, ce truc-là, ça me parle. Vraiment, ça génère beaucoup d'émotions en moi parce que c'est ce que j'aime. Ce travail de la lettre, ce travail du mot, ce travail de l'esthétique. Et il y a aussi un travail de la langue, en vrai, parce que il y a, devant les boutiques chinoises, tu as beaucoup d'écriture en créole. Et du coup, je me suis dit, le fait de m'intéresser à ça, c'était aussi un peu le pari et la force de me dire, ok, maintenant, ok, on a regardé vers l'extérieur, c'était cool, il y a vraiment plein de choses, c'est hyper intéressant. Mais là, en vrai, ce qu'il y a devant moi, c'est quoi, en fait ? C'est fou de se dire que j'ai vu plein de trucs ailleurs, mais ce qu'il y a là devant moi, qui fait partie de mon paysage quotidien, je le connais tellement peu
Et ça valait aussi pour ma langue. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au créole, mais au créole poétique, au créole utilisé par les intellectuels, par les écrivains, les artistes, les auteurs, etc. Parce que, en fait, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée de me dire, ouais, mais je connais tout le travail de Bill Viola, lui, il est aux États-Unis, enfin, c'est cool, tu vois, mais je connais pas du tout ce travail de lettrage qu'il y a là en face de moi, je connais pas du tout. Je lis un texte de Jean-Marie Barré et je comprends même pas, en fait, ce qu'il veut dire. Parce que le créole qu'il utilise est tellement, tellement beau, tellement, tellement poétique, tellement sensible. Et c'est cette histoire-là qui est la mienne, finalement. Tu vois. Tu me fais la transition parfaite pour un des projets sur lesquels tu as travaillé. Ah oui. Donc, on va y aller. Hein. Petit projet. Petit projet. Allez, donc, c'est le texte Les Marrons de Louis Timagène Ouat. Donc, c'est la fresque des Marrons qui est sur le boulevard Sud à Saint-Denis. En fait, c'est une fresque monumentale, on peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. Et du coup, je voulais que tu me racontes qu'est-ce que cette fresque représente et c'est quoi l'histoire derrière ce projet. Alors, j'espère que vous avez encore 1 heure devant vous. Waouh. Tu sais même pas par où commencer. Ouais, non, en vrai, je sais même pas par où commencer. Alors, il a fait chaud, très très chaud. Bah, tu vois, je te parlais un peu non, je sais pas si j'en ai parlé, peut-être de persévérance, un peu peut-être d'économie de moyens aussi. Je pense que dans ce travail-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de mettre en place, d'être sûre de la manière dont je travaille, avec quels outils je travaille, avec quelle temporalité aussi je travaille. Peut-être qu'on peut redonner un peu de contexte sur la fresque. En fait, c'est une fresque qui s'étend sur je sais pas combien de kilomètres exactement. Est-ce que tu as... C'est sur 450 mètres. Ah d'accord, 450 mètres. Donc sur le bas-côté en fait de la route du boulevard Sud. Et c'est une fresque qui reprend donc le texte de ce livre des Marrons. C'est le premier roman réunionnais en fait. Ok. Ce texte, il est hyper beau parce que il est très vieux. Je suis désolée, je me souviens plus de l'année. Il est hyper beau et puis il a une histoire particulière où il est complètement absent, ou en tout cas avant cette fresque-là, il a été complètement absent de toute notre histoire littéraire en fait. Et l'idée, c'était aussi de se dire, bah ok, cet ouvrage, il est là. Quasiment personne ne sait qu'il existe. Et ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour le mettre en valeur quelque part? Et donc, on s'est dit, bah, on va l'écrire sur un mur en entier, parce que bah, pourquoi pas, en vrai. Et donc, du coup, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec les équipes de la culture de la ville de Saint-Denis. Voilà, il a fallu trouver un mur. Et puis, c'était un travail de préparation qui était énorme parce que voilà, il fallait que l'intégralité du roman entre sur le mur. Donc moi, j'ai fait tout un travail préparatoire un peu comme je t'expliquais au début, de me dire, ok, par mur, combien je peux écrire de lignes, quelle longueur il faut qu'elle fasse ces lignes, quelle hauteur, c'est-à-dire quelle hauteur de texte, quel va être le style d'écriture que je vais faire, parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit facile à peindre, presque quelque chose que je vais écrire finalement avec un pinceau, pour que moi, j'y passe pas 10 ans non plus, tu vois. Et pour avoir quelque chose aussi qui rentre un peu en contradiction en fait avec ce lieu qui est pas du tout un lieu qui t'emmène à te poser, à lire, à voir quelque chose de voilà, c'est juste un lieu qui n'existe pas en fait. C'est un lieu de passage en fait. C'est un lieu de passage, voilà, c'est exactement ça. Et dans mon imaginaire, c'est un lieu qui n'existe pas. Et donc du coup, l'idée c'est de comment grâce à une œuvre d'art, on peut aussi rendre son existence à un lieu, créer un point d'ancrage dans une ville, pas seulement pour les habitants qui vont vivre autour et qui vont vivre avec cette fresque tous les jours de leur vie, mais aussi avec les gens qui vont passer, de se dire, cet endroit-là, maintenant, c'est la fresque. C'est même plus... Non, mais c'est ça qui est dingue. Et je trouve que, tu vois, au-delà de toutes les contraintes techniques et tout, oui, c'est sûr que c'était hyper difficile. De toute façon, voilà, je pense que vu l'ampleur du truc et vu la qualité, entre guillemets, sans vouloir lancer des fleurs ou quoi, mais la qualité de ce que ça représente, voilà, en termes d'écriture, de dessin, etc.,
Moi, ce que je trouve hyper beau, c'est que on a créé un espace, on a créé un point dans la ville grâce à une œuvre qu'on a un peu transcendée, en fait, que j'ai pris sous une certaine forme, que j'ai digéré, quoi, bien comme il faut, et que j'ai reproposé sous une autre forme qui est en total accord avec qui je suis, moi, Stéphanie, profondément. C'est-à-dire que je ne l'aurais pas imaginé autrement. Je n'aurais pas imaginé faire que du dessin ou faire que une phrase en entier. Parce que c'est pas moi, en fait. Tu vois. Moi, je revenais de mon congé maternité à cette époque-là. Voilà, j'ai eu une petite fille entre-temps. C'est pour ça que ce projet-là, il a mis un peu de temps à se mettre en place. Et souvent, quand tu reviens un peu de congé mat, t'as un peu ce truc de se dire bon, qui suis-je un peu, tu vois, des petites questions existentielles très fun. Et en fait, moi, ce travail-là, il m'a vraiment permis de faire comme une espèce de grosse introspection, de me dire, ben voilà, en fait, j'existe en fait dans cette forme dans cette générosité. Voilà, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, on boucle la boucle parce que c'est un projet qui dure, il me semble, tu m'avais dit 9 mois. 9 mois, ouais. Dans des conditions de production particulièrement difficiles avec la chaleur, le bruit des voitures, la pollution des voitures, parce que c'est un axe assez majeur en fait de Saint-Denis. On retombe un peu sur déjà plusieurs éléments qu'on a évoqués avant, le côté humble en fait du traitement que tu as fait, parce que c'est un mur blanc avec une typo noire, sans trop de fioritures. On a le côté généreux parce que travailler 9 mois sur cette parcelle, c'est quand même pas mal. Et le temps, ouais, dans la générosité, je vois le temps et aussi la générosité du savoir, parce que ce livre qui est pas très connu, qui devient de plus en plus connu, en plus maintenant, il y a aussi le film Les Marrons qui s'est beaucoup inspiré de ce livre qui est sorti il y a pas longtemps. Là. Il s'appelle comme ça, je sais plus d'ailleurs. Bref. Et voilà, donc je trouve que on a un peu bouclé la boucle avec ce qu'on racontait tout à l'heure. Et aussi, ça a été un projet qui a été très médiatisé. Et en fait, je me demandais c'était quoi un peu l'impact de cette fresque sur ton parcours artistique et ta visibilité en tant qu'artiste. Honnêtement, ça m'a ouvert pas toutes les portes, mais presque, quoi. Ouais. Parce que voilà, c'est sûr que après, c'est peut-être pas une forme qui puisse parler à tout le monde. Et je peux l'entendre, tu vois, parce que le lettrage, la calligraphie, ça reste quand même un truc assez de niche. Et aujourd'hui, on est dans un monde d'art visuel où c'est beaucoup autour de l'image. Voilà, dès que tu mets du texte, tout de suite, même si le texte, à un moment donné, en fonction du support, peut prendre une forme d'image, voilà, à la base, ça reste quand même du texte. Donc, je peux tout à fait entendre que, voilà, il y a eu... après, c'est un peu le jeu aussi, quoi, d'être artiste. Tu peux pas plaire à tout le monde, en vrai. En tout cas, moi, ça m'a ouvert énormément de portes professionnelles. Certainement des rencontres, encore une fois, des rencontres clés avec des personnes qui ont fait un pari sur moi aussi. Tu vois, qui se sont dit ok, on a vu de quoi cette tantine-là, elle était capable. Donc, est-ce qu'on peut lui confier une expo solo, par exemple. Alors que, tu vois, moi, j'ai pas produit en soi énormément de pièces, comme des choses, tu vois, qui sont facilement exposables ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ce travail-là, ça a donné un peu une espèce d'aura. Et les gens se sont dit, mais c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. Donc, moi, j'ai envie de prendre le pari sur cette personne pour lui proposer quelque chose, évidemment, qui va rester dans ce qu'elle sait faire et dans ce qu'elle aime faire, mais peut-être qu'il va venir s'inscrire dans un autre cadre, sur un autre support, dans un autre environnement. Ce projet-là m'a vraiment permis ça. Et c'est sûr que forcément, quand tu fais des rencontres professionnelles, tu as des projets qui suivent derrière, et financièrement aussi, ça commence à devenir hyper intéressant pour toi. Donc voilà, c'est le cercle vertueux qui se met en place. Je rappelle aussi que tout ça, c'est pas arrivé par hasard, quoi. C'est énormément de travail, c'est beaucoup de sacrifices, d'abnégation. Tout ce temps que je passe, à peindre sous le soleil ou à faire des projets, des trucs comme ça, c'est pas du temps que je passe avec ma famille. Quand t'es parent, c'est une réalité aussi. Après, c'est sûr que c'est mon choix et que je l'assume complètement. Mais
c'est ma réalité aussi et je dois composer à trouver cet équilibre, à me dire c'est ma carrière, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'aime faire et j'ai envie de passer du temps. Mais voilà, il y a un peu ce côté de dire je passe du temps au travail, je passe pas du temps en famille. Et quand tu es trop en famille, tu te dis je passe pas assez de temps au travail, je passe que du temps en famille. Ça, c'est la pensée de l'entrepreneur qui ne sait jamais où mettre la limite, qui a le curseur qui jongle sans arrêt en fait. C'est clair. Mais c'est vrai que, en plus, maintenant, j'habite à côté, c'est trop drôle, je passe devant tous les jours, tu vois. Et ma fille, à chaque fois qu'elle passe devant, elle me dit « Ah, c'est maman qui a fait ça !» Donc, c'est trop drôle. C'est ta fierté. Ouais, c'est ma fierté et c'est vraiment trop bien pour moi que je récolte encore les lauriers, on va dire, de ça. Et surtout, ça me fait ne pas oublier de me dire ce dont j'ai envie, l'ambition que j'ai, et le travail qu'il va falloir que je fournisse derrière, il doit être à la hauteur de cette ambition que j'ai finalement. Et de me dire que voilà, ok, ce truc-là, il est figé. Ce travail-là, ces démarches-là, elles ont vraiment existé et elles sont ancrées en moi. Et maintenant, limite, c'est ça en fait, n'importe quel challenge qui va arriver devant moi, je vais me dire, ok, ça va le faire parce qu'en vrai, j'ai déjà fait ça. Et que je sais pas si il y aura un truc plus difficile qui va venir se présenter devant moi, ou en tout cas, c'est sûr qu'il y aura des choses complexes ou peut-être qu'ils vont demander de la logistique, du temps, etc. Mais en vrai, je repense à ça et je me dis, non mais, à côté, c'est bon. Donc du coup, il y a eu aussi la fresque à l'entrée de Trois-Bassins. C'est un projet qui symbolise l'entrée dans cette commune d'Éo. Et pareil, est-ce qu'on peut en parler un peu qu'est-ce que c'est Tu m'avais parlé que tu avais mené un travail de recherche sur l'histoire de la commune. Et ce projet-là, au départ, c'est un appel à projet que j'ai reçu dans mes mails, comme n'importe quel artiste créatif peut recevoir. Et ça m'a un peu parlé. Je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être hyper intéressant. Ça peut être un peu le kiff, quoi. Tu vois, de me dire, ok, là, je pourrais faire un travail vraiment illustré, ce que j'ai pas fait depuis hyper longtemps, ou en tout cas pas dans un cadre professionnel comme celui-là. Et du coup, j'ai décidé de répondre. Et c'était un gros appel à projet en plus, avec différentes étapes, un gros dossier de présentation, etc. Donc honnêtement assez fastidieux. Et du coup, après plusieurs étapes, j'ai été sélectionnée. Ce projet-là, déjà, il part en fait de cette envie de me dire, ok, j'ai envie forcément de travailler toujours autour du lettrage. En tout cas, d'avoir vraiment la lettre comme base, on va dire, comme élément principal. Mais je savais aussi que j'avais envie d'aller vers quelque chose de très illustré. Et du coup, j'avais fait tout un travail autour de la carte postale, de me dire, souvent on a cette vision un peu, sur une carte postale, on a cette vision un peu exotique d'un territoire, avec des plages, des beaux arbres. Et c'est une réalité, c'est sûr, mais c'est peut-être pas forcément des paysages qui font partie du quotidien des gens qui vivent ici, quoi. Et surtout pas dans une commune d'Éo, voilà. Et donc, à ce moment-là, je suis partie à Trois-Bassins, j'ai commencé à faire des recherches un peu sur la ville, sur l'histoire de la ville, sur les architectures, etc. Et ce qui était vraiment bien dans cet appel à projet, c'est que la mairie, ils avaient déjà fait tout un projet en amont avec des écoles, des enfants, en leur disant, c'est quoi pour vous la ville de Trois-Bassins ? Si vous devriez la représenter, vous la représenteriez comment et par quels éléments ? Donc ça pouvait être autant des éléments d'architecture que l'histoire, que des personnes connues ou qui ont un impact, qui ont habité sur ce territoire-là. Et du coup, j'ai pu me servir en fait de toute cette matière, de tous ces regards que les enfants ils avaient déjà posés sur leur territoire et d'essayer de le conceptualiser, de l'intellectualiser un peu avec ce que moi je voyais, ce que je ressentais en pratiquant en fait cette ville. Et en fait, Trois-Bassins, c'est une ville qui est hyper belle. C'est une ville qui est vraiment tranquille dans le sens où ils ont de la chance d'avoir un air frais, pas trop de bruit dans le centre-ville. Enfin, vraiment, il y a un peu cette douceur de vivre, en fait. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai essayé de transmettre dans ce travail-là. Et aussi d'essayer de mettre en avant des paysages du quotidien qu'on ne voit plus forcément, nous, en tant qu'adultes, auxquels les enfants ont un peu plus accès à travers leur sensibilité. Et j'avais envie de dire dans ce travail-là, regardez, ce sont ces paysages-là, peut-être qui sont aussi importants pour nous, pour naviguer dans notre quotidien, dans notre vie. Et peut-être que c'est ces paysages-là qui nous façonnent au final, plus que les paysages exotiques
dont on aime beaucoup se vanter, et il faut, mais qui nous apporte finalement autre chose. Oui, c'est un peu, c'est un imaginaire un peu fantasmé en fait, Oui, c'est clair. sur la réalité du quotidien, comme tu en parlais. Ouais. Donc c'est une peinture en fait assez grande qui fait 5 mètres de long sur 2,50 m de haut et qui est installée à l'entrée de la ville de Trois-Bassins. Et j'aimerais mentionner aussi autre chose que je n'avais pas forcément dit trop avant, mais ça a été aussi l'occasion pour moi de travailler un peu avec d'autres corps de métier. Ok. C'est ce que j'avais commencé un peu à faire avec les Marrons, où j'avais travaillé avec une équipe de peintres en bâtiment. C'était eux qui étaient venus peindre en fait les murs tous les jours avant que moi je puisse écrire le texte. Et sur ce travail-là à Trois-Bassins, ça m'a permis de travailler avec un technicien, donc quelqu'un qui fasse un peu le lien entre les différents corps de métier, qui organise un peu la logistique, de se dire voilà, on va installer tel jour, mais du coup ça implique que il faut faire tel travail avec tel artisan tel jour, etc. Mhm. Et bah, du coup, pour moi, c'est hyper intéressant de voir comment est-ce qu'on peut mener avec une petite équipe un projet d'une ampleur comme celle-là. Et aussi de travailler avec des artisans, quoi. J'ai travaillé avec un métallier parce que c'était peint sur différents panneaux qu'il a fallu assembler sur une structure en métal. Comme ça, à l'extérieur, il y a des conditions de météo, des choses comme ça. Mhm. Et voilà, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer aussi d'autres corps de métier, de les faire intervenir aussi dans ce corps artistique qui est souvent très solitaire, mais qui, en fait, je me rends compte, nécessite aussi des fois des mains artisanes, des mains de savoir-faire, de matériaux qui sont très très complexes à manipuler. Après, voilà, il y a eu aussi un travail sur les couleurs qui a été assez intéressant, où ce jaune qui rappelle vraiment le soleil et le mauve pour essayer de... Parce que tu vois, souvent on associe... moi, les couleurs que je retrouve ici beaucoup à La Réunion, c'est forcément le jaune, voilà, le soleil, le bleu, la mer, ça, on peut pas y échapper. Et aussi beaucoup le vert, en fait, parce que on a de la chance d'être sur un territoire qui est encore vachement végétalisé, quoi. Et du coup, j'avais envie de sortir un peu de ce truc-là et de me dire, le mauve, ça pourrait être hyper intéressant parce que je trouve que ça fait un lien entre ces différents éléments-là, sans forcément trop t'emmener vers soit la nature ou soit la mer. Ça me permettait aussi de venir inscrire mes paysages à l'intérieur de mes lettres. Et là, du coup, effectivement, oui, de peindre beaucoup de vert, beaucoup de bleu. En fait, ce panneau, c'est écrit donc Trois Bassins et tu as rempli chaque lettre d'illustrations et de paysages. Ouais, c'est ça. Donc, dans chaque lettre de Trois-Bassins, tu as des paysages en fait de la ville. Ça peut être des paysages qui existent encore aujourd'hui. Ça peut être des éléments d'architecture dont il reste des vestiges, quoi. Et c'est aussi des éléments du patrimoine artisanal, comme par exemple, il y a une illustration qui représente l'alambic, parce que pendant très longtemps, le Trois-Bassins, ça a été vraiment le territoire de la distillation du géranium. Et c'est aussi pour faire un lien, je pense, entre passé, présent et futur aussi quelque part, parce que cette œuvre-là, elle est pérenne. Voilà, elle est ancrée dans du béton, quoi. Pour moi, c'est important aussi d'ancrer ces propositions-là dans des choses qui vont durer et qui vont rester, parce que c'est cool d'être nostalgique, tu vois. On l'a été un peu. On aime bien aussi parler un peu du temps longtemps. Ça nous réconforte aussi dans une époque contemporaine qui est un peu plus complexe. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus rester dans ce truc-là et se dire c'était mieux avant et tout. Je pense que peut-être, moi en tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire dans mon travail, de me dire qu'est-ce que je peux prendre de ce temps longtemps, comment est-ce que je peux le ramener à mon époque et comment est-ce qu'on peut le transformer pour justement essayer de construire quelque chose de pérenne en fait. Ouais, en fait, c'est la création aussi de nouveaux imaginaires. Ouais, complètement. Mm. Complètement. Je pense que le travail de l'artiste, il est vraiment là-dedans. Surtout ici, où on est sur un territoire où on se rend compte, quand on commence à faire des recherches, que beaucoup de pans de notre histoire sont inconnus, ou en tout cas certains aspects, et quand je dis aspects, c'est vraiment au sens très large du terme, sont même pas inconnus, c'est presque inexistant. Tu vois, par exemple, d'imaginer des mythologies, d'imaginer des esthétiques, des choses comme ça. En tout cas, moi, mon travail d'artiste, il prend de l'ampleur et de l'importance dans cette démarche-là. Super. Il y a un dernier projet dont j'aimerais qu'on parle, c'est la résidence design des territoires.
donc, qui est menée par l'École des Arts Déco à Paris. Donc en fait, c'est pendant 10 mois, il y a des designers qui sont invités à explorer et dynamiser différentes régions en France, donc sur des thématiques comme les mondes littoraux, montagneux ou urbains. Et à La Réunion, cette résidence, elle porte sur les mondes insulaires. Elle se déroule entre Le Tampon et Sainte-Rose jusqu'en juillet 2025. Et en fait, on a beaucoup utilisé le mot résidence dans cette interview. Et je me disais que peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est. Ouais. Et c'est quoi, en fait, les enjeux de ce projet pour toi? Alors, résidence, si je me trompe pas, enfin, en tout cas, moi, la définition que j'en ai, c'est un lieu, mais un lieu vraiment au sens large du terme. Donc, un Ça espace? peut être un lieu physique, Ouais. un espace, ça peut être un bâtiment, une institution, un territoire, une ville, une commune, enfin, bref. En tout cas, une entité qui accueille un artiste ou un créatif, parce que ici on n'est pas que des artistes, on est aussi des designers, architectes, ou en tout cas voilà, qui accueille un créatif pour que ce créatif puisse vraiment se mettre en immersion sur ce lieu, sur cet espace, et imaginer une proposition créative qui pourrait répondre à une question, un enjeu, une problématique en lien avec ce lieu, ce territoire, cette entité, quoi. Mhm. Et donc nous ici, là pour l'instant, je pourrais plus te parler de la ville du Tampon, parce que voilà, on est à fond dedans. Oui, l'un des projets que vous avez en cours dans cette résidence, c'est les routes gourmandes du Tampon. Donc, c'est ça hein, que tu m'avais dit? Alors en fait, on est dans une résidence où on a dû mettre en place une manière de travailler, une manière d'explorer, parce que c'est aussi des choses qu'on voulait questionner. Comment est-ce qu'on explore un territoire comme la Réunion? Qu'est-ce qu'on décide de questionner? Comment est-ce qu'on décide de le questionner? Quelle est la place de l'habitant, de l'administrateur? Quelle est la place de l'histoire aussi, de l'identité, de la mémoire? Quelle est la place de la langue? Donc on se questionne vraiment sur tous ces points-là, et à partir de là, on a trouvé une manière de travailler. Donc nous, ça a été vraiment d'explorer le territoire. On parle du Tampon, hein? Voilà, on parle du tampon. Ouais. C'est vraiment d'explorer le territoire, d'aller à la rencontre de tous les gens possibles, de tous les types de personnes possibles et imaginables, autant l'habitant que les institutionnels, que les artisans, les agriculteurs, etc., les militants aussi, et juste d'écouter, en fait. D'avoir une posture où on se dit, voilà, il y a une personne en face de nous qui va nous délivrer une histoire. Nous, on a la responsabilité de prendre cette histoire et d'en faire quelque chose finalement, tu vois, en tant que créatif. Et donc voilà, on a récupéré comme ça plein d'histoires, plein d'éléments aussi graphiques, des photos, des enregistrements, des cartes, des choses comme ça. Et à un moment donné, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et ben, on met tout à plat et on essaye de regrouper ces éléments-là par grandes questions. Et donc, il y avait une vraie question qui vient s'inscrire aussi sur une problématique territoriale, c'est de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange à La Réunion, déjà? Comment est-ce qu'on le mange? Comment est-ce qu'on va manger dans les années futures? Comment est-ce qu'on va produire ce qu'on mange? Comment est-ce qu'on va mettre en valeur les produits qu'on a? Comment on les transforme? Comment est-ce qu'on met en valeur aussi ces produits bruts et ces produits transformés? Et si on pousse encore le curseur un peu plus loin, c'est aussi comment est-ce qu'on prend soin des personnes qui ont cette responsabilité de nous nourrir finalement, parce que c'est énorme, quoi. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi être clair, de se dire, il faut que tout ça, ça rentre dans une logique un peu monétaire, pour rester dans le sens large, en fait, du terme. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, sans argent, ou en tout cas sans moyens financiers, sur un territoire comme ici, c'est très compliqué de mettre des projets, en tout cas des projets d'ampleur en place, des projets dont on veut qu'ils changent en fait un peu la face de notre société, de notre territoire, de comment est-ce qu'on se situe par rapport à cette thématique de l'alimentation. Et l'idée, c'est que chacune dans notre équipe, des fois en duo, et aussi et surtout avec les réflexions des uns et des autres, les idées, les savoir-faire des uns et des autres, qu'on imagine un peu on appelle ça des pistes de projet, et aussi parce qu'on essaie de trouver un équilibre entre travail en collectif, qui est l'objet de cette résidence, mais aussi individualité,
de se dire, ben, moi, je reste quand même moi avec ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. J'ai envie d'apprendre ce que toi, tu sais faire parce que moi, je ne sais pas le faire, mais j'ai aussi envie d'exprimer mon individualité. Donc, c'est pour ça que cette piste de projet-là, elle englobe vraiment une émotion, une réflexion personnelle, mais nourrie des différents regards, des différents savoir-faire des uns et des autres. Et moi, le projet que j'ai proposé, ça s'appelle Les routes gourmandes du tampon. Et l'idée, c'était, dans les très grandes lignes, ce serait de mettre en place, en fait, une sorte de, on va appeler ça, parcours gustatif des différents aliments, de la gastronomie, en fait, tamponaise, de pousser un peu le truc plus loin, peut-être en proposant, tu vois, des espaces de vente, mais avec une dimension un peu plus créative et artistique, de faire intervenir là-dedans des performances culinaires, ou peut-être même d'y associer le design en imaginant du mobilier qui pourrait inviter à un partage de repas collectifs. Ça peut prendre plein de formes, mais en tout cas, l'idée de ce projet-là, c'était vraiment d'essayer d'imaginer un projet créatif et un peu mouvant, on va dire, sur mettre en valeur cette gastronomie. Dans la résidence, vous êtes à 6, c'est ça, hein? On est 5 et 2 encadrants Ok. avec nous. Ok. Et du coup, vous êtes artiste, designer. Enfin, j'ai l'impression que la limite est assez fine entre les différents expertises. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Ouais, en fait, je pense que ce qui nous relie, c'est que on est tous des créatifs. En fait, c'est aussi pour ça que j'utilise beaucoup ce mot parce que designer, architecte, artiste, c'est un peu genre. Si je peux faire une image, tu vois, c'est un peu tous comme si on était des frites, quoi, et que chacun rajoute une sauce différente, à se dire, ben moi je suis ketchup, moi je suis mayonnaise, moi je suis moutarde, etc. Mais on a tous le même but, c'est voilà, de manger. Et donc c'est pour ça que je dis, j'aime bien penser que voilà, on est tous des créatifs. On est allé chacun vers ce vers quoi on ressentait le plus d'émotions, vers quoi on avait envie d'aller. Mais je vois que, tu vois, moi, d'avoir un attrait pour tout ce qui est lettrage et typographie, ça fait se questionner les autres aussi sur, ok, on communique, on écrit, mais quelle esthétique on peut utiliser pour communiquer tel message, ou de commencer à faire des petits essais de typo en découpage, en collage. Et à l'inverse, moi, tu vois, de voir par exemple autour de moi des gens qui travaillent avec des matériaux que j'ai jamais pensé utiliser de ma vie, ou tu vois, d'avoir des réflexions vraiment sur l'espace. Moi, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal parce que je travaille beaucoup à plat. Et tu vois, d'avoir ces expertises-là en face de moi, ça vient nourrir mon travail aussi, à me dire, mais est-ce que ce serait pas hyper intéressant que là, au lieu de travailler sur un support plat, que j'essaie d'imaginer quelque chose un peu plus en volume, peut-être pas forcément fabriquer un objet, mais sur un objet qui existe déjà, ça pourrait rendre comment, etc. Et c'est en ce sens-là que je trouve que cette résidence, elle est hyper riche et hyper intéressante. C'est que nous, on se connaît pas. On se connaissait pas du tout avant d'avoir commencé ce travail. Et c'est un peu vertigineux, quoi, parce que tu te dis, waouh, tu vas travailler avec 4 autres personnes que tu n'as jamais vues de ta vie sur un gros projet, avec beaucoup de monde autour, des enjeux, des attentes, ça c'est sûr et certain. Et c'est normal, tu vois, parce que on est dans un truc où tout le monde a envie de faire les choses bien et que ça ait du sens, pour tout le monde. Et moi, je pense que c'est très bien. Il faut ce type d'énergie-là si on a envie de mener des projets d'ampleur. Et donc, c'est dans ce sens-là que c'est assez vertigineux. Mais tu l'as vu avec voilà, les marrons aussi, c'était hyper vertigineux. Mais en même temps, moi, je suis vraiment d'un caractère très optimiste et très solaire, de me dire, ok, c'est bon, on y va. On trouvera toujours des solutions. Mais c'est marrant ce processus que tu décris là pour cette résidence. C'est en fait un peu quelque chose qui nous est familier finalement parce que on est issu d'un monde créole et finalement la différence de chacun dans son savoir-faire en fait vient se mélanger avec par exemple tes savoir-faire et du coup c'est un peu une créolité créative. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Et en plus, on est tous sur la même longueur d'onde dans le sens où on a envie en fait d'être bienveillants les uns envers les autres,
on est solidaires les uns envers les autres. Et surtout, on a vraiment envie d'avancer ensemble. Et ça, je pense que c'est primordial, en fait. Si un projet comme ça veut se concrétiser par quelque chose qui ait du sens, qui ait de l'impact et encore plein d'adjectifs super cool, il faut déjà qu'à la base, même si on ne se connaît pas, qu'il y ait déjà ce truc de se dire, ok, on est dans le même bateau ensemble, on est dans le même bateau aussi, dans le sens où on est tous des créatifs, donc peu importe ta spécialité, t'as quand même l'URSSAF qui va t'appeler au bout de 3 mois pour te dire allô. Voilà, je m'étendrai pas plus, je pense que tout le monde a compris, voilà. Et c'est dans ce sens-là que voilà, nous on a essayé vraiment de mettre cette bienveillance et cette solidarité au cœur de nos relations, déjà en tant qu'être humain, parce que à la base on construit à partir de ça. Et de tricoter, voilà, j'utilise encore ce mot, mais de tricoter nos projets, nos pistes de projets, nos réflexions à partir de cette base-là. Et pour te faire la continuité un peu de ce travail-là, les différentes pistes de projets qu'on a évoquées ont été soumises à un vote citoyen. Okay. Donc on a fait une installation qui a été à la médiathèque du Tampon et on a imaginé tout un protocole avec des outils que les gens pouvaient s'approprier, où ils pouvaient voter en fait les différents projets vers lesquels ils avaient le plus envie d'aller, des projets qui leur semblaient un peu plus prioritaires. Et au final, ça se joue un peu entre deux projets. Pour l'instant, voilà, là on entame un peu la deuxième partie de résidence où on va devoir s'axer plus sur un projet que sur un autre et essayer d'ancrer un peu plus ce projet qu'on aura choisi dans une matérialité et dans une temporalité aussi. Donc c'est pas trop clair parce que c'est un processus dans lequel on est dedans à l'heure où je te parle. Et il y a une dernière question que je voulais te poser sur ce projet, c'est les métiers créatifs comme l'art, le design, c'est souvent perçu en fait comme une discipline esthétique, mais dans des projets comme celui-là, Design des territoires, ça prend une dimension beaucoup plus stratégique sur l'attractivité locale, la dynamique économique d'un territoire, donc là, le tampon. Pour toi, qu'est-ce que cette approche de artiste / designer / architecte, sa capacité à observer, innover et co-créer avec les habitants, ça peut apporter en fait à un territoire, je dirais généralement la Réunion, mais là on parle du tampon, on pourrait dire en général en fait. Je pense que ça peut vraiment lui apporter plus de... J'hésite entre profondeur et stabilité. Profondeur dans le sens où on a un dénominateur commun qui nous unit tous ensemble et on a quand même des regards un peu différents. Et ces regards, en fait, ils vont venir nourrir. Ça, c'est sûr et certain. Une proposition. En fait, c'est comme si on avait en face de nous un diamant et que chaque personne de cette résidence était une facette de ce diamant. Et peut-être, moi, de mon côté, il y a une facette sur laquelle je n'ai pas forcément vue, comme ça peut être le cas de l'un ou l'une de mes collègues. Mais en fait, comme on est tous unis par cette même pièce, et en fait, toutes nos convergences et nos divergences vont nous amener à créer un projet et à le rendre plus stable dans le sens où déjà il y aura des inspirations qui vont être très différentes, qui vont être très ancrées sur le territoire mais aussi très éloignées. Et du coup, le challenge, ça va être un peu de trouver un juste milieu entre ces deux chemins-là. Et en même temps, ça va aussi nous faire se poser un spectre de questions hyper large et pouvoir répondre en fait à, je pense, une énorme majorité de problématiques qui pourront se trouver en face de nous quand tu es en face d'un projet. Parce que souvent, moi, ça m'est arrivé, quand tu es en mode solo, forcément, tu te poses des questions, tu te dis comment je vais faire ci, je vais faire ça, est-ce que ça va marcher, etc. Mais forcément, moi, je peux répondre à ces questions-là seulement avec le spectre de ce que j'ai appris et j'ai expérimenté. Et là, comme on a tous des spectres très larges et très différents, on va pouvoir répondre à beaucoup plus de problématiques. Et pour moi, plus trouver des réponses et des solutions créatives à toutes les problématiques qui vont arriver en face de nous. Et je pense que c'est pour ça que c'est très stratégique, pas du tout dans le mauvais sens du terme, mais très réfléchi, d'avoir mis ensemble comme ça des profils très différents et qui sont aussi à différents stades de leur carrière, de leur vie.
Parce que, encore une fois, voilà, ça vient nourrir les regards, ça vient nourrir les problématiques, les questionnements, mais aussi les idées un peu folles, quoi, dont on a besoin dans ce genre de projet. Et c'est pour ça que je te parle vraiment de stabilité et de profondeur, parce que il n'y a pas seulement le travail créatif qui va venir nourrir ces projets-là, mais il y a aussi toutes les différentes humanités dans lesquelles on est chacun et chacune, nos parcours de vie, nos problématiques personnelles, qui forcément ont un impact sur un projet, comme n'importe quel artiste en tant que personne unique. Ta vie, ton environnement ont une influence sur ton projet. Et là, du coup, c'est multiplié par 5. Et c'est ça qui rend le truc hyper intéressant et hyper riche, parce que tu as, pour parler un peu plus concrètement, tu as, je sais pas, des inspirations de voyage, des musiques, des films, des choses comme ça qui vont venir se mêler dans toutes les sources d'inspiration. C'est hyper beau. Moi, je sais que quand on a été vraiment dans la phase où on essayait de mettre en place un peu ces pistes de projet, on cherchait un peu des inspirations à droite à gauche, et tu vois, d'avoir quelqu'un en face de toi qui te sort une référence et qui te dit « Ah oui, mais est-ce que tu connais ça ?» Je dis « Bah non, mais pas du tout. » Et en fait, il y a tout de suite pensé parce qu'il l'avait déjà vu quelque part et tout. Et moi, en fait, je suis éloignée de ce monde-là. Je suis éloignée physiquement, géographiquement, mais aussi intellectuellement. Et c'est normal, tu vois, parce que je vis ici sur ce territoire, cette personne-là vit sur un autre territoire et voilà, fréquente d'autres personnes, a d'autres inspirations. Mais le fait qu'on puisse se retrouver, cette personne et moi, autour d'une même table, à partager cette inspiration, que ça vienne nourrir mon projet et que ce soit comme fluide comme ça entre nous, moi je trouve ça vraiment trop beau, et c'est presque un cadeau finalement qu'on s'autorise chacun et chacune, parce qu'il y a aussi une vraie notion de partage. Mais ça rejoint un peu ce que je te disais, voilà, d'être bienveillant et solidaire les uns envers les autres. Et ben ça nous emmène aussi à se dire, en fait on partage ce qu'on sait. Et moi je sais que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui dans ma professionnalisation, dans ce que je sais faire, c'est aussi et surtout parce que plein de personnes m'ont partagé ce qu'elles savaient, les inspirations qu'elles avaient, ce qu'elles savaient faire, etc. Et c'est ce que on essaye, c'est ce qu'on fait dans cette résidence entre nous pour nos différents projets, pour nos différentes propositions. Et je pense que ça va tous nous faire grandir, mais fois 1000, quoi. C'est trop intéressant de voir comment tes projets à La Réunion, comme les marrons ou le design des territoires, en fait, ça montre que ton travail artistique, il va bien au-delà de l'esthétique. En fait, c'est un peu une façon de dialoguer avec l'île, son histoire et ses habitants. Bon, avant de te laisser partir, on aimerait te poser quelques questions. Ouais. Nos questions de fin habituelles. Donc, quel Réunionnais ou Réunionnaise devons-nous tous connaître ? Alors, il y a une autrice que j'aime beaucoup, qui a très peu écrit et qui est pas du tout de ma génération. Okay. Donc c'est assez difficile à trouver. Ces textes. Moi, je suis tombée sur un texte d'elle quand j'étais en résidence à la bibliothèque départementale. Elle s'appelle Iris Ouaro. Okay. Et elle écrivait sous pseudonyme. Et son pseudonyme, c'était Violette de Bourbon. Et elle a écrit un texte. Malheureusement, je suis désolée, je ne me souviens plus du titre. Mais je pourrais te le redonner si tu veux le partager ensuite avec les éditeurs. Et en fait, ce texte-là, il a vraiment marqué un tournant émotionnel pour moi, où je me suis dit, ok, déjà, c'est une femme. J'adore. Parce que forcément, quand tu commences à t'intéresser, tu lis beaucoup de poésie, de philosophes, voilà, mais bon, c'est beaucoup d'hommes, quoi. Souvent, c'est beaucoup d'hommes. Et c'était vraiment le premier texte d'une femme que j'ai lu qui m'a énormément touchée. Ça parlait, des paysages quotidiens de La Réunion, vraiment des choses en tant que Réunionnais qu'on a tous vues, qu'on a tous expérimentées, mais c'était écrit d'une manière tellement belle et tellement, tellement simple, en fait. Tu vois, comme si son émotion était traduite directement depuis son cœur sur la feuille de papier, sans passer par le fil de ton langage, quoi. Ouais. J'ai trouvé ça hyper beau. Donc, Iris Ouaro. Chouette référence. Donc, du coup, ça fait partie de la référence littéraire que tu voulais nous partager aussi, ou t'en as une autre ? J'en ai une autre. Un peu plus connue, je pense. D'accord. Tout à l'heure, je te parlais de Jean-Marie Barré. Ouais. Son album,
Je crois que c'était son album où il y avait Mayock Flair. Sur cet album-là, il y a un fond de care, c'est le dernier titre, ça s'appelle Piment crasé. Ok. Et c'est le texte dont je te parlais au départ, où je te disais, j'avais lu un texte en créole et je comprenais rien. Ouais. Et ce texte-là, c'est-à-dire je l'ai écouté plein de fois, je suis allée regarder les paroles, j'ai écouté tout son album. En fait, j'adore la manière dont il écrit, le créole qu'il utilise est tellement beau. C'est à partir de ce texte-là que je me suis dit, alors il faut que tu l'écoutes. Je connais pas, ouais. C'est pas facile, c'est sur une histoire de... Alors non, je te spoil pas, mais juste, c'est pas une thématique qui est facile. Ok. Mais en tout cas, c'est hyper poétique, hyper beau. J'irai voir et ça fera peut-être de la matière Ouais. à réutiliser dans peut-être nos réseaux sociaux, je sais pas, mais je vais aller regarder ça a l'air chouette. Voilà. Une expression créole qui te touche et que tu aimerais partager avec nous. En fait, j'en ai un peu deux que j'utilise un peu tout le temps. Moi, je dis toujours tipa tipa. Okay. Parce que vraiment, c'est dans tous mes projets, c'est comme ça. Même dans ma vie, dans mon apprentissage, c'est voilà, tous les jours, fais un petit peu. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Par exemple, dans mes sessions de travail, j'arrive pas à me faire des grosses sessions de travail. C'est toujours des petites sessions. Et je me dis, voilà, c'est vraiment comme ça que je construis les choses. Et c'est aussi un peu un contre-pied de un monde qui va super vite, où tout le temps, il faut tout le temps faire. C'est aussi de me dire, non, moi, je fais un peu éloge à la lenteur, quoi. À la lenteur, je dis pas la procrastination, c'est pas la même chose, hein, mais à la lenteur, de se dire, bah, j'ai envie de prendre mon temps, en fait. De faire les choses petit à petit. Une brique par brique. Voilà, c'est ça. Et l'autre expression que j'utilise beaucoup, bah, c'est tiens, beau largue pas. Persévérance. Voilà, c'est vraiment la persévérance, c'est l'envie, tu disais, de communiquer avec mon île, de vraiment tisser un lien très fort avec elle. C'est très intense, c'est très difficile de se plonger à l'intérieur de soi-même, de son histoire, qui en plus est très complexe. Mais je pense que c'est un travail, ou en tout cas, enfin, pas un travail, c'est un voyage, je pense, dans lequel, moi en tout cas, je sens que j'ai beaucoup à y gagner. Et c'est aussi ce que j'essaie un peu de transmettre quand je partage ce que je sais faire ou quand je me retrouve voilà, à travailler dans des collectifs ou dans un environnement comme ça. Eh bien, merci Stéphanie pour ce bel échange. Eh bien, merci à toi. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous partager où est-ce qu'on peut te suivre pour découvrir tes actualités, tous les projets dont on a discuté et les prochains? Alors, du coup, Instagram. Alors, sur Instagram, moi, j'ai un pseudo, c'est Cosmophanie. Ok. Comme le cosmos et avec Fanny. Voilà, comme le cosmos. Fanny, P-H-A-N-I-E. Ok. Et c'est un mot qui existe vraiment. C'est pas juste un jeu de mots avec mon prénom. D'accord. Et ça veut dire quoi? Ouais. Alors, pour faire très, très large, hein, parce que c'est un concept philosophique, mais qui dit que un paysage, mais un paysage vraiment dans le sens très large du terme, ça peut être un paysage, une montagne, une prairie, une étendue, mais aussi un paysage émotionnel, j'aime bien parler de ça, qu'un paysage n'existe réellement que si tu l'as expérimenté, expériencé physiquement. Ok. Et donc, voilà, moi ça me pose question aussi sur mes voyages, sur le fait que j'ai été à certains endroits physiquement et à certains endroits émotionnellement, et que en fait ma vie n'est que un continuum de ça, parce que je suis ici physiquement et émotionnellement, mais je suis aussi émotionnellement ailleurs, dans tous les gens que j'ai rencontrés, qui ont gardé un souvenir de moi, qui ont fait un bout de chemin avec moi. Et je trouvais que ce mot, en fait, il englobait vraiment, vraiment toute cette émotion que je peux ressentir sur... tu sais, Agnès Varda, elle disait que si on ouvrait les gens, on trouverait à l'intérieur des paysages. Et en fait, j'aime trop cette phrase parce que elle me parle, en fait. Elle me parle complètement. Et le fait d'avoir trouvé un peu ce mot cosmophanie, ce concept qui essaye de mettre un peu de réalité tangible, en fait, derrière cette émotion hyper subtile que je peux ressentir, et ben ça m'a fait du bien. Et du coup, comme j'ai vu qu'il y avait un jeu de mots marrants avec mon prénom, du coup c'est pour ça que je l'ai utilisé. Eh bien, allez suivre Cosmophanie sur Instagram. Ouais. Et encore un grand merci pour ce moment généreux en partage. Merci à toi. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. À bientôt. Merci, à bientôt.
On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @BAT-KARE, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!